actu et société, Boomedia Plus, la radio 100% digitale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Ballon avec aujourd'hui exceptionnellement deux invités exceptionnels, deux anciens footballeurs professionnels. Nous avons Franck Dumontel. Bonjour Franck. Bonjour Omar, bonjour à tous. Et Manuel Amoros. Bonjour Manuel. Bonjour Omar, bonjour à tous. Merci d'être venu en ce jour férié, de loin. Pas si loin que ça quand même. Non mais fais bon, tu as quand même en dehors de Marseille. Donc messieurs, pour démarrer cette émission, on va parler des deux déconvenues olympiennes, donc OM PSG et OM Monaco, deux défaites avec 6 buts au compteur. Donc je voulais avoir un peu vos avis là-dessus. Franck? Évidemment, c'est une très mauvaise période en ce moment pour Marseille. Bon, inquiétante d'ailleurs, parce que sur le fond du jeu, des choses quand même qui inquiètent, hein, sur à la fois la solidité de l'équipe et puis sur sa capacité à relever les défis dans les grands matchs. Même si Monaco aujourd'hui est dans une période un peu plus compliquée, avec un classement qui ne reflète pas ce que l'équipe était dans ces dernières années. Enfin, pour autant, ça reste des duels importants pour Marseille, puisque du côté évidemment Paris, de l'autre Monaco, et on s'est incliné 2 fois lourdement. Surtout à Paris. Et donc effectivement, il va falloir se ressaisir rapidement. Manuel? Bon écoute, contre Paris, tout le monde s'y attendait après les déclarations de Villas-Boas sur soi-disant ce match ne compte pas pour nous, pour les joueurs, pour moi. Donc c'est une approche qui ne mérite pas d'exister dans le monde du football, parce qu'un match reste un match. Donc si on met la volonté, l'envie, l'intensité, l'agressivité, tout ce qu'on peut mettre dans ce match de football, que ce soit Paris ou un autre club, il faut essayer de le gagner ce match. Et là, Marseille n'a rien fait, mais vraiment rien fait. Toi, c'est pas du bluff quand Villas-Boas, c'est pas un peu à la Giroud, comme tu dis. Si tu veux, aujourd'hui, on lui donne raison, puisqu'on a perdu ce match-là. Et heureusement que Paris a levé le pied, parce qu'ils ont vraiment levé le pied en deuxième mi-temps pour ne pas en mettre 4 de plus ou 5 de plus. Donc c'est quand même gravissime. Mais les joueurs, à la limite, bon, l'entraîneur, il est là, et il fait sa composition d'équipe, il fait son schéma tactique. Mais après, ce qui compte aussi, c'est les joueurs, l'animation qui est importante. Et là, dans l'animation, que ce soit à Paris et à Monaco, on n'a rien vu. Rien. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités à un moment donné sur le terrain. Il ne faut pas que l'entraîneur, chaque fois, leur dise il faut se mettre là, il faut se mettre là, il faut se placer là, il faut revenir. Non, je crois que d'abord, il n'y a pas de leader dans ce groupe-là. Et après, il n'y a pas de séquence où on peut vraiment se dire peut-être que ce soir, Marseille va pouvoir faire quelque chose. Contre Monaco et Paris Saint-Germain, on a eu l'impression qu'ils étaient déjà soumis à l'échec pour pouvoir, et on n'a rien vu de correct pour une équipe de Marseille qui ambitionne vraiment de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Justement, est-ce qu'on est condamné à se prendre des roustes contre Paris, Franck? Moi je rejoins Manu. Ce qui était très impressionnant, je trouve, c'était en fait ce sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance qui était, comme le dit Manu, presque joué d'avance. C'est-à-dire qu'on est allé à Paris, effectivement, en considérant qu'il était normal de perdre. Et c'est vrai que ça, pour une équipe tu parles Marseille, par rapport aux propos de oui, entre autres, mais d'AVB, André Villas-Boas. Oui, d'abord en fonction de ça, mais aussi par le comportement même de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment que de toutes les façons, le match était plié et qu'il n'y avait rien à faire. Et ça, c'est effectivement, quand on s'appelle l'OM, c'est quand même très inquiétant. Pourtant, si on c'est regarde, gravissime même. Si on regarde, c'est pas normal. C'est pas normal aujourd'hui une équipe de l'Olympique de Marseille qui baisse le bras aussi rapidement. On a quand même des joueurs qui sont payés. On y revient toujours, mais le problème, c'est toujours un joueur est payé tant, il doit donner tant. Donc, et là, on a l'impression que les joueurs, ils sont payés, oui, très bien même, mais ils ne donnent jamais sur le terrain. On a l'impression de ces 2 derniers matchs, même depuis le début de la saison, c'est pas quand même extraordinaire ce qu'on voit sur le terrain, nous les amoureux du football. Justement, toi, Manu, qui était un arrière latéral de métier, qui a même été élu meilleur latéral de l'histoire de l'OM, on en parlera tout à l'heure, comment tu expliques qu'il y a un déficit dans le couloir gauche qui n'est pas comblé depuis avant Patrice Evra à l'OM? C'est difficile de répondre parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas comment gérer le club. C'est vrai que tu as raison, on aurait dû s'y pencher bien avant. Je crois qu'on a le petit Roquia qui. Non, même pas, il est à Sochaux. Il est à Sochaux, mais on l'a prêté. Ouais. L'année dernière, on l'a prêté à Sochaux. Il a fait une belle saison.
Pourquoi cette année on n'en a pas gardé pour concurrencer Amavi? Parce que dans le football, si C'est tu n'as pas pas de léger, concurrence, c'est pas léger, tu penses pour, mais léger, on n'a rien aujourd'hui. Ouais. On n'a rien, on n'a rien. Autant avoir un jeune qui puisse mettre peut-être la pression sur Amavi. Et dans le monde du football, on vit avec une pression. On vit avec la pression aussi du gars qui est derrière toi, qui peut prendre ta place. Donc tu es obligé de te lever le cul à l'entraînement, tu es obligé de te lever le cul pendant les matchs pour que le gamin derrière toi ne te prenne pas la place. Donc s'il n'y a personne, Amavi, il se frise les moustaches, il n'y a rien. Donc c'est une erreur aussi des dirigeants qui ne vont pas chercher quelqu'un, éventuellement. S'ils savent qu'ils gardent pas Roca, va chercher quelqu'un, met à ma vie sous pression pour qu'il fasse des performances mieux que ça. Parce que c'est pas un mauvais joueur dans l'absolu, c'est un bon joueur. Mais aujourd'hui, il a peut-être des problèmes psychologiques. Je crois qu'il faut peut-être parler, ouvrir un dialogue avec lui, parler, parce qu'il a peut-être besoin aussi de parler. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas très bon, quoi. Franck, est-ce que finalement on ne paye pas aussi les erreurs passées, notamment de Rudy Garcia, l'héritage Garcia dans la gestion actuelle? En sachant que l'OM ne peut pas trop recruter, qu'il y a le fair play financier, même si on a pris quand même 3 joueurs. Non, mais je pense que tu as raison. Alors après, je pense que malheureusement, le problème est plus profond. Bien sûr, Garcia, on peut tous avoir son avis sur ce qu'il a fait et ce qu'il aurait dû faire. Mais je pense que le problème, c'est ce que dit Manu, et je pense que c'est aussi plus profond. C'est-à-dire que se pose la question du recrutement, se pose la question de la formation, se pose la question de l'animation, de la gouvernance du club. Et c'est là où, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Manu, je pense que le club mériterait aussi de faire appel à des gens qui ont vécu le club, qui ont de l'expérience. Pourtant, Zubizarreta, c'est quand même un monsieur. Bien sûr, bien sûr, mais ça prouve bien que de toutes les façons, une personne à elle seule ne réglera pas le problème d'un club. Je veux dire, un club, c'est d'abord une équipe dirigeante, un esprit, des joueurs. C'est l'amalgame de tout ça qui fait qu'un club réussit. Et moi, je trouve que depuis trop longtemps, à Marseille, on oublie peut-être qu'effectivement, un club, c'est quelque chose d'unique, quelque chose qui part effectivement des supporters jusqu'au président, et que il doit y avoir chacun à sa place, ceux qui construisent le club. Et je pense que c'est à mon avis ça le fond du problème, en tout cas de ce qu'on vit à Marseille ces 15 ou 20 dernières années, parce que ça remonte. Mais tu sais, Omar, excuse-moi, on nous a vendu Zubizarreta avec un carnet d'adresse aussi long et aussi large que la ville de Marseille. Mais en fin de compte, il s'est fait bouffer par Garcia. Il n'a jamais réussi à imposer quelque chose. C'est toujours été le dernier mot Rudy Garcia. Le recrutement de Sertic, le recrutement de Mitroglou et d'autres. Ça a été Strootman. Strootman. Et il voulait même Nicolas Pepe qui a explosé à Lille, et c'est Garcia qui s'y oppose. D'accord, qui s'y oppose. Donc aujourd'hui, depuis le début de la saison, c'est Zubizarreta normalement qui a les rênes. Et on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. Alors, pour l'arrière gauche, il était sur le petit jeune de Barcelone, Miranda, je ne sais pas si tu le connais. Oui, mais on pensait qu'il allait venir et puis finalement... être proche de quelqu'un et le faire venir, c'est un monde. Fais-le venir, ne dis rien, fais-le venir. Pourquoi tu ne l'as pas fait venir? Parce que Marseille n'est plus attrayant. Parce que Marseille, aujourd'hui, il n'y a plus cette forme d'envie des joueurs étrangers qui viennent. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Zubizarreta ne fait pas réellement bien son travail. Je ne dis pas pour essayer de vendre les joueurs, parce que soi-disant Marco lui a demandé d'essayer de vendre le maximum de joueurs, surtout les joueurs à valeur un peu plus importante comme Thauvin, comme il n'y a pas grand-chose. Payet, il est un peu vieux, 33 ans. Le petit Camara, il a quand même une valeur marchande. Petit Lopez. Mais on a fait partir des joueurs comme Gustavo et Ocampos qui rendaient réellement des services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le recrutement, Zubizarreta, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il nous a fait venir un joueur, Alvaro, en prêt, qui est vraiment pas mal. Là, il ne faut rien dire. Ça, après, Benedetto, il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande à un attaquant. Donc pour l'instant, il fait le boulot, quoi. Ouais, pour l'instant, il fait le boulot, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il aurait dû faire venir beaucoup plus de gens. En prêt, il y en a, dans le monde entier, tu as tellement de joueurs qui sont bons, des bons jeunes joueurs. Monaco va en chercher, il y a plein d'équipes qui vont en chercher et nous, on n'arrive pas. Justement, Manuel et Franck, il y a des joueurs qu'on peut recruter malins, pas chers, comme faisait Tapie à ton époque. Je
parlais de Nicolas Pepe tout à l'heure, mais on peut parler aussi d'Endombele qui jouait à Amiens, que Lyon a eu le flair d'aller chercher, qui aujourd'hui est un des meilleurs à son Mais poste. est-ce qu'on s'est intéressé à ces joueurs-là? Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Et puis Pepe, Omar, oui. Bébé, oui, Pepe, et même Bielsa, je crois qu'il était dessus à l'époque. Oui, à l'époque. Ouais, enfin, tu es mieux placé. Oui, mais ça, Omar, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Franchement, ça, c'est le résultat d'un travail. C'est-à-dire que quand il faut suivre des joueurs, il faut effectivement avoir l'œil qui permet de pouvoir considérer que le joueur s'inscrirait dans l'équipe, dans le schéma de jeu, dans la mentalité du club, dans les objectifs qu'on se donne. Donc c'est tout ça. Et ça ne peut pas s'appuyer sur rien. Ça s'appuie aussi sur des gens qui sont compétents, des gens qui ont un état d'esprit. Enfin voilà. Et donc c'est ça. Tu as raison de dire que ce qui nous manque, c'est ça. Et surtout pour revenir sur le match de Paris, même si je sais que les moyens ne sont pas les mêmes, qu'on n'est pas dans la même galaxie, quand on voit que contre Paris, Draxler était sur le banc, Neymar ça ne joue c'est pas. du trompe-l'œil. Oui, parce que- Un match reste un match. Je suis d'accord. Un match, c'est vrai que l'équipe adverse, Paris Saint-Germain, est supérieure à l'Olympique de Marseille. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a l'engagement que tu peux donner et l'envie que tu peux donner dans ce match-là. Ce que je veux dire, Manuel, c'est que le banc de Paris, je le prends, moi, c'est ça que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que le banc de touche de Paris, les Draxler, Mais on s'en fout c'est de vrai, ça, on s'en je les fout, prends. là-bas. Mais On s'en surtout fout. qu'on a un problème de banc. là. C'est allé gagner au parc. Ben, bien sûr. Et Rennes aussi, Donc, ouais. et Rennes. Rennes aussi. Donc ça veut dire aussi que si La on motivation aborde un n'est pas la match- même. Hein. Non, Après, c'est vrai que sans un doute- Mbappé, il va être moins Attends, c'est motivé. vrai, Omar, tu as Omar, raison. mais tu te rends compte que nous, quand on jouait à notre époque, les autres, ils étaient motivés pour jouer contre nous. Tu te rends compte, tu vas jouer à Paris Saint-Germain avec toutes les stars qu'il y a, qui gagnent des millions et des millions, et toi, tu n'es pas motivé pour aller jouer à Paris Non, je parle Saint-Germain. des joueurs de Paris qui sont plus motivés contre l'OM dans un pseudo-classico Ouais. que contre Reims Ouais, mais ou moi, contre Rennes. ouais, ça va d'accord, faire. moi, je parle de l'Olympique de Marseille, Oui. t'imagines, parce que Ah non, quand mais tu ouais, vas ils te doivent être voir- motivés, Ouais, oui. ils sont pas Alors, motivés pour ce heureusement, match-là. non. On le voit d'entrée de match, il n'y a pas d'agressivité. Quand tu commences dans ce match comme ça, allez, tu vas Est-ce qu'il n'est au charbon, tu mets un peu pas d'adresse. peur, Manuel? Parce que je veux dire, on en a pris 4, mais on en prend 8, c'est pareil. Est-ce que les joueurs de l'OM ne se sont pas chiés dessus, quoi, clairement? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais si tu te chies dessus pour Je sais quand pas, tu vas marcher, quand tu vas jouer un match surtout contre Paris Saint-Germain, tu restes à la maison, tu vas pas. Hein. Franck? Attends. Ouais, enfin moi après c'est pas la conception que j'ai du sport. Le sport Non. de toute façon c'est aller au bout de soi-même. C'est donner tout ce que tu as pour un maillot, c'est donner tout ce que tu as pour un club, une équipe. Donc 2-0 déjà en 10 minutes, quand c'est même. vrai, mais si tu veux Omar qu'on en soit à se poser cette question, c'est là où est le problème d'ailleurs. C'est-à-dire que justement on en est à se dire mais est-ce que les mecs n'avaient pas peur? Est-ce que le match n'était pas joué avant de rentrer sur le terrain? Et c'est donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi, j'espérais, là c'est le supporter qui parle, un sursaut d'orgueil, Mais moi aussi j'espérais. On l'espérait tous. On l'espérait tous. Non, mais il y en a qui disaient c'est même pas la peine, le match je vais pas le regarder. Mais Je crois que c'est finalement, le pire classico qu'on ait vu dans le monde du football. Ouais. Que les Marseillais baissent aussi rapidement les bras que ça. oui, parce que Paris en deuxième mi-temps, Mais en deuxième mi-temps, mais même Ils ont on même a pas eu joué, deux quoi. situations. Ouais. C'est vrai que la Oui, frappe de Germain, si elle rentre, ça peut changer, mais ça ne change rien. Je pense pas. On aurait quand même perdu ce match-là. On aurait perdu 4-1, 4-2 ou 5-2. Je sais pas de Paris. et Mandanda t'en sort quelques-unes. Oui, en plus, parce ouais. que Heureusement s'il qu'il est a pas fait là, Je crois que c'est la 10e journée ou la 11e journée qu'on fait demain. Oui, je crois. Et ouais. Mandanda, il a été quand même élu meilleur joueur les 8 premières journées. Quoi. 8 matchs sur 10, Mandanda est C'est meilleur vrai qu'on c'est joueur. incontestable. Heureusement qu'on l'a. Ouais, mais c'est incontestable. Mais c'est inquiétant. C'est dramatique. hein. C'est dramatique. C'est inquiétant, c'est vrai. T'imagines, c'est le joueur qui a été toujours bien noté. Alors pour fermer la parenthèse au Olympique de Marseille, qu'est-ce que l'OM peut espérer avec cet effectif et cet état d'esprit? Franck? Bah, d'abord, je pense que bon, j'espère que la rentrée prochaine ou pas trop lointaine en tout cas de Thauvin associé à Benedetto, ça nous donnera un peu de punch en attaque quand même. Bon, parce que c'est vrai que Thauvin, c'est malgré tout au-delà de ses capacités de buteur, c'est aussi celui souvent qui entraîne l'équipe vers l'avant et qui percute et qui fait en sorte que parfois on saute les lignes et qu'on arrive à les percer. Donc c'est vrai que l'absence de Thauvin est un coup dur. Pour autant, je crois que il ne faut pas non plus s'attendre à ce que malheureusement l'équipe puisse jouer les hauts niveaux et que petit à petit il y a des clubs qui vont se repositionner et qui seront certainement devant nous. Et j'espère simplement qu'on arrivera à accrocher une place en Coupe européenne. Manuel, est-ce que Thauvin, il n'a pas aussi son plafond de verre? Il n'a pas atteint déjà son plafond de verre l'année dernière? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que Thauvin, c'est un très bon joueur. Il va amener énormément. Il a amené l'année dernière beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les 2 matchs qui arrivent, là, contre Lille et Lyon, va fixer la ligne directrice de l'Olympique de Marseille. Hein. Si tu perds ces 2 matchs-là, tu vas galérer, je pense, toute la saison. Hein. On pourra dire que c'est la crise là, Franck.
Oui, alors bon, la crise à l'OM, il faut se méfier parce que c'est souvent la crise. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça conduira à aboutir à une saison qui sera forcément frustrante, quoi. Très très compliqué. Manuel? Ouais, ça sera sûrement la crise. On pourra parler de Mais crise. parce que quand on est à l'Olympique de Marseille, quand un club comme Marseille ambitionne toujours d'être toujours en haut du tableau, et là te retrouver sûrement 10e, 11e, ça va être compliqué, quoi. Ça sera compliqué et c'est pas bien non plus pour l'image de l'Olympique de Marseille. On va suivre ça de très près. Alors messieurs, on va parler de vous. Franck, on va commencer par toi. Donc tu es un ancien footballeur. Ouais. Entre 1985 et 95, tu étais encore en activité. Ouais, Oui, donc, Manuel a été pour moi un modèle et un exemple pendant des années et des années. Donc vous êtes c'est pas croisés. croisé, mais Non, c'est vrai qu'on n'a jamais non joué plus, l'un contre l'autre, oui, alors notamment en Coupe de France, parce Coupe de que France, c'est vrai que bon, moi je jouais effectivement en Ligue 2. Et- Alors tu as joué une centaine de matchs en Ligue 2 à Créteil, tu as été fidèle à Créteil, ce qui est rare de nos jours, ou des fois en un mercato, ça change c'est-à-dire, trois fois de non, mais club. il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, si tu veux. C'est que d'abord, l'époque n'était pas la même. Et donc, effectivement, les footballeurs étaient, entre guillemets, plus fidèles à un club, à une histoire, à ce qu'ils partageaient sur le terrain, ensemble. Et c'est vrai que moi, en fait, j'ai toujours joué à Créteil, puisque je suis quasiment né dans cette ville. J'ai commencé le foot à... Il allait dire je suis parisien, mais il s'est retenu. J'ai grandi là-bas et effectivement j'ai fait toute ma carrière puisqu'en fait le club c'est une histoire aussi, une histoire humaine de ce club, hein, puisque moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans, je jouais en équipe première et puis chaque année on a gravi les échelons pour se retrouver en Ligue 2 au bout de 4 ans. On a fait DH, D4, D3, D2 et on est resté ensuite en D2 pendant presque 7 saisons de suite. Et effectivement, donc j'ai continué moi. Alors, ce qui est très surprenant d'ailleurs, c'est que quand on est issu d'un club, on doit toujours se battre plus que les autres, parce qu'au fil du temps et à chaque fois que le niveau s'élève, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, qui ont été recrutés, et donc le joueur qui est issu du club est toujours celui qui doit se démerder pour garder sa place. Et donc voilà. il est généralement payé moins qu'un joueur qui arrive. En plus, mais bon, alors avec le temps, ça se rattrape, hein, heureusement. C'est pas juste. Et tu as joué, tu as été sélectionné en équipe de France universitaire. Oui, parce que alors, il se trouve que, bon, et ça c'est lié aussi à mon histoire, mais mes parents ont toujours souhaité que je continue les études, et donc j'ai effectivement continué des études de droit en même temps que je joue au foot, et ça m'a conduit, donc j'ai eu un bac plus 5 en droit public, mais ça m'a conduit aussi à pouvoir, à ce moment-là, appeler en équipe de France universitaire, et c'est des très bons souvenirs, parce que évidemment, d'abord, même si c'est un petit niveau, c'est pas du tout comme Manu, mais on représente la France, et c'est toujours quelque chose de très émouvant, quoi, et c'est une fierté qu'on garde à jamais, hein. Et ensuite parce que C'est pas tout le monde en même temps qui est sélectionné en équipe de France universitaire. oui, non mais c'est vrai un honneur, quand même. non mais c'est Déjà porter le maillot de l'équipe de France, que ce soit universitaire ou autre, c'est quand même une fierté. Hein. exactement. Et C'est pas difficile de concilier les études, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, les études et le foot en même temps. si, alors ça demande évidemment des efforts et des sacrifices, c'est-à-dire que parfois là où d'autres avaient la chance de récupérer, moi il fallait que j'aille en cours, je faisais aussi gaffe à les fêtes d'après-match, je les faisais un peu moins que les autres. Bon, voilà, c'est une discipline, mais bon, ça correspondait aussi à l'état d'esprit que je trouvais chez moi, chez mes parents, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ça m'a surtout permis après de pouvoir effectivement faire autre chose, quoi. Donc je l'ai dit, tu as été fidèle à ton club, donc tu es aussi, comme on dit à Marseille, une tranche, puisque bac plus 5 en droit. Après donc ta carrière en Ligue 2, tu as fait quand même une centaine de matchs en Ligue 2, ce qui est très bien. Tu t'es reconverti, donc tu as été membre du cabinet de Laurent Cartala, qui était député maire de Créteil, ancien ministre de la ville, puis chef de cabinet adjoint d'Elisabeth Guigou, l'ancienne garde des Sceaux, et qui a été ministre des Affaires sociales. Puis plus vers chez nous, dans le sud, directeur de cabinet de Michel Vauzel, donc, qui était l'ancien président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et directeur de cabinet de la communauté urbaine de Jean Caselli. À ce jour, tu es consultant et tu es le mari de Samia Gali, qu'on embrasse et qui va venir bientôt dans Parlons Ballon. Comment tu juges le football d'aujourd'hui, toi qui as joué, comme Manu à cette époque, où on jouait, parce que je veux dire, il y a aussi
si tu as joué 10 ans à Créteil, c'est aussi parce que tu aimais, je pense, le maillot et le club de Créteil. Oui, c'est pas juste parce que... c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en aparté avec Manu. Je pense qu'effectivement, l'état d'esprit aujourd'hui n'est plus du tout le même. Avant, je pense que les joueurs, je dis de notre époque, mais on était sans doute beaucoup plus attachés et beaucoup plus imprégnés de la culture d'un club, de la culture d'un territoire, de la culture d'une ambiance. Bon. Et ça, aujourd'hui, je pense que les joueurs parfois l'ont un peu perdu. Alors c'est aussi lié à ce qu'est devenu le football, hein, qui est aujourd'hui plus une affaire presque économique, marchande et financière que sportive par certains moments. Et donc effectivement, la relation d'un joueur à son club n'est plus du tout la même. Et ça, je pense que c'est aussi très pénalisant pour des clubs qui veulent construire des choses et s'inscrire dans la durée. Et est-ce que tu n'as pas eu une proposition justement de reconversion dans le club de Créteil? Parce que quand même 10 ans de fidélité, c'est pareil. Disons que moi j'ai fait un choix qui est un choix différent, même si lorsque j'étais après en poste auprès du député maire de Créteil, j'avais évidemment tout ce qui relevait du sport et notamment du sport de haut niveau, puisque à Créteil c'était un sport de très haut niveau, parce qu'il y avait le foot, il y avait le hand, enfin il y avait plein de choses. Et donc je suivais ça aussi, moi pour le compte du maire. Mais après j'avais aussi besoin de faire autre chose. Et bon, c'est pour ça que je me suis orienté après vers d'autres destinées. Manu, quand tu jouais à l'OM, à Monaco, à Lyon, que tu jouais contre un club de D2 en Coupe de France, parce qu'à l'époque la Coupe de la Ligue, ça n'existait pas, c'était toujours compliqué de jouer contre des équipes de Ligue 2. Toujours, parce que nous, l'équipe qui évolue à l'échelon supérieur a toujours l'impression d'un match facile, alors que c'est pas facile, au contraire, c'est toujours plus difficile de jouer contre des équipes plus basses que la première division, tu parles de deuxième division, mais même à l'époque c'était la troisième division, voire des fois des amateurs. On avait toujours du mal à gagner des matchs, c'était des matchs beaucoup plus difficiles, parce que tu as moins de motivation, tu as moins d'envie, tu as moins de préparation de match. Donc ça te paraît facile au départ, mais c'est les matchs les plus compliqués à faire. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Parlons Ballon. Musique, actu et société, Boomedia Plus, la radio 100% digitale. Deuxième partie de Parlons Ballon avec aujourd'hui un plateau exceptionnel avec deux anciens footballeurs professionnels, Franck Dumontel qui a joué à Créteil et Manuel Amoros qui a joué à l'OM, à Monaco, à Lyon et en équipe de France. Franck, tu joues en défense toi il me semble. Oui, alors j'ai commencé milieu de terrain défensif, donc à l'époque où le numéro 6 était positionné devant l'axe central, et puis avec l'âge j'ai fait comme tout le monde, j'ai reculé, et puis j'ai fini libéraux. Voilà. Tu as le physique, hein, libéraux, ouais. Mais pas l'italienne, hein. Au Catenaccio à l'époque où le libéraux il était juste devant le gardien. D'ailleurs pour l'anecdote, tu étais technique ou plutôt Materazzi, plutôt un mélange des deux dirons-nous. Mais non, pour la petite anecdote, j'ai formé la défense centrale de Créteil avec Cyril Domoro, qui a joué après à Créteil, à Bordeaux, à l'OM et à Bordeaux, et qui est parti en Italie, je crois après d'ailleurs à l'Inter. Et moi, quand je finissais ma carrière, lui commençait, et voilà. Créteil Lusitano, ça il me semble. Oui, alors à l'époque où je jouais, à l'époque où je jouais à Créteil, ça s'appelait pas comme ça. Et puis après, effectivement, il y a eu la fusion de deux clubs et c'est devenu Créteil-Lusitanos. Franck, tu restes avec nous. Manu, on va parler de toi, de ta carrière, ta brillante carrière. Donc, comme je disais, tu as joué à Monaco d'abord. Tu es resté assez longtemps, parce qu'à l'époque, on restait longtemps. Je suis resté longtemps parce que j'ai fait le centre de formation. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans et je suis reparti, j'avais 15-27 ans. Donc j'ai fait pas mal d'années à Monaco. J'ai vécu cet apprentissage dans le football à Monaco comme une chose extraordinaire. Parce que quand on est jeune, on rêve de devenir footballeur. Encore pire aujourd'hui, parce que tout ce qu'il y a à côté, et bien sûr l'argent, c'est démesuré. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Nous, à l'époque, à Monaco, on était chez l'habitant. Carrément, Monaco louait des pièces, des chambres
qu'on puisse dormir, tout ça. Donc c'était complètement différent. On allait dans un restaurant qui était juste à côté du centre-ville et on se réunissait tout ça pour le petit déjeuner et le dîner. Donc aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Ils ont des installations extraordinaires et que tu te demandes comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas, certains, à être professionnels, quoi, avec tout ce qu'il y a autour pour que aujourd'hui les joueurs puissent réussir. Parce qu'à Monaco, il y a les moyens. Tu es du Sud, hein? Non, à Monaco, il y a les moyens. Et à l'époque, il n'y en avait pas tellement que ça. Hein. Mais il y avait une petite structure quand même à Monaco parce qu'on ne savait pas où s'entraîner. C'est tellement petit le pays de Monaco qu'il n'y avait pas de terrain. On s'entraînait juste à côté à Cap d'Aille. C'était le stabilisé. On s'entraînait tous les jours sur le stabilisé. C'est fou. On n'avait pas de terrain. C'est fou. Aujourd'hui, tout le quartier de Fontvieille, qui est magnifique, à l'époque, il n'y avait rien. C'était un terrain vague. Et on allait faire notre préparation là-dessus. Alors maintenant ils ont la Turbie, donc ils ont... ils ont la Turbie. J'ai connu la Turbie, je crois pendant un an avant que je ne parte. C'était pas comme ça, hein. C'était préfabriqué, hein. Comme on avait ici à Marseille aussi, hein. Faut pas croire, hein. On n'était pas aussi couchus qu'ils sont maintenant. Et comme quoi, pourtant vous étiez meilleurs. Donc je disais, tu es du Sud, hein, puisque tu es né à Nîmes, ouais. Et tu as été considéré comme un des meilleurs latéraux français, clairement. Au monde même. Tu as même été élu meilleur joueur à mon poste à la Coupe du Monde. Voilà. Et deuxième meilleur joueur après Maradona en 86. Après Diego Maradona. Ah ouais. Diego Maradona. Alors, avant de parler des clubs, on va parler Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde 82. Ouais. Écoute, c'est une Coupe du Monde où personne s'y attendait que l'équipe de France pouvait aller aussi loin que ça. Parce qu'on a fait d'abord un premier match compliqué contre l'Angleterre. Moi je jouais pas, j'étais dans les tribunes, Michel Hidalgo m'avait pas pris même pas sur le banc, j'étais dans les tribunes. Mais il y avait une ambiance, il y avait un groupe qui aspirait à vivre ensemble et à pouvoir aller assez loin. Il y avait quand même, il faut dire, un gros souci aussi dans le groupe, parce qu'à l'époque, il y avait Larios et Platini. Il y avait une histoire entre les deux, que Larios avait piqué la femme de Michel Platini. Bon, bref. Et Michel Hidalgo, comme quoi c'était pas Platini qui faisait l'équipe ou sélectionnait les joueurs, c'est Michel Hidalgo, et il a pris Larios. Donc il y avait une atmosphère qui était saine, mais qui était aussi pesante, parce que c'était pas évident d'avoir deux joueurs à fort caractère et qui préparaient une Coupe du Monde et qui était là pour la France. Donc c'était assez compliqué. Mais je crois que tous les joueurs, et surtout Michel Hidalgo, a bien géré cette situation-là. C'était un patron Hidalgo? Oui. C'est-à-dire qu'un mec comme Platini, comme on voit des fois dans certaines équipes, on le disait à ton époque, à l'époque de Tapi notamment, des fois il y avait des joueurs qui faisaient la pluie et le beau temps. Ouais. Mais Platini était respectueux de tout le monde. Ouais. Et il était respectueux de Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, c'est lui qui faisait sa composition d'équipe. Après, la sommité, bien sûr, à l'époque, tu avais toujours 2-3 joueurs où l'entraîneur pouvait s'appuyer. Donc l'entraîneur, il venait, il réunissait ces 2-3 joueurs et ils discutaient ensemble. Il disait, qu'est-ce que tu en penses si je fais une équipe comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Mais le dernier mot revenait à l'entraîneur. Aujourd'hui, ça se fait plus. Mais à l'époque, ça se faisait. Moi, j'ai connu ça. Quand tu entends quelqu'un comme Franck qui a été professionnel dire qu'il a plus vibré avec 82-86 qu'avec 98, ça doit te faire plaisir quand même. Ouais, parce que c'est notre génération. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, la génération qui a vécu 98 a plus cette relation avec 98. Pourtant, vous avez fait que, sans lever le mérite, parce que c'est vrai, moi j'étais gamin à l'époque, j'avais 6-7 ans, vous avez regardé, vous avez fait que des demi-finales. Oui. Et pourtant, vous êtes resté dans le cœur des gens et des Personne ne nous Français. attendait en 82. On a fait quand même un parcours exceptionnel, même si on a perdu le premier match, on a quand même après fait un parcours exceptionnel, puis on a concurrencé avec un gros pays de football mondial, qui est l'Allemagne. Parce qu'à l'époque, les Allemands, il fallait voir, ils gagnaient pratiquement tout. Donc c'était compliqué, difficile, et on a fait jeu égal avec eux. Et on était à 2 doigts de passer cette demi-finale. D'où la phrase de Lineker, le football est un jeu
qui se joue à 11 et à la fin, ce sont Mais Omar, juste les peut-être Allemands qui gagnent. pour dire ce que dit Manu et pourquoi ça a marqué des gens comme moi, c'est qu'effectivement c'était très soudain et inattendu. Et on s'est aperçu tout d'un coup, on s'est aperçu de talent, mais que en tout cas des gens comme nous ne soupçonnaient pas, si tu veux. Quand on a vu ensemble jouer Platini, Giresse, Tigana, Bossis, Manu, Gengini, n'oublie pas. non mais tous ces joueurs, franchement, ils ont crevé l'écran. Quoi. Et on s'est associé, on s'est identifié à eux et ça a été magique. C'est aussi, Franck, parce qu'à l'époque, la France n'était pas clairement un pays de football. Oui, c'est vrai aussi. C'est venu, Manu, c'est venu après. C'est pas ça, c'est pas qu'on était un parlais pays de football, du public. Voilà, on était un pays qui ne gagnait pas souvent. Voilà. Ou qu'on ne participait pas à des grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou le championnat d'Europe. Et on a oublié aussi Marius Trésor, Janvion, Didier Six, qui a joué aussi à Marseille. C'est vrai que le groupe était fabuleux. Quoi. Ouais, le groupe était fabuleux. Franchement, dans ce groupe-là, on s'entendait très bien. Alors, il y a un match qui a marqué des générations entières, que ce soit la mienne, celle de Franck et tout. C'est ce match à Séville contre l'Allemagne où vous gagnez 3-1 avec ce but d'Alain Giresse, ce but de Marius Trésor. Cette reprise de volée de Marius Trésor extraordinaire. Et puis, quand tu en je sais, moi aussi, tu vois, je croyais que c'était la clé, mais non, en fait, et j'ai toujours autant de plaisir, même si quelque part on se fait du mal, parce que bon, voilà, et toi encore plus. On peut pas se faire du mal, je crois. Non, on se fait du mal parce que la fin est triste, il y a cette remontada. C'est des souvenirs extraordinaires qu'on a pu donner aux Français. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, ça y est, à 3-1, on a ouvert la bouteille de champagne, et qu'on pensait que vous alliez en finale. Mais si tu veux, moi je l'ai vécu comme une période difficile, parce que quand on n'aime pas perdre, mais une période où j'ai vu des joueurs qui arrivaient en fin de cycle, qui l'année d'après ne revenaient plus en équipe de France, comme Marius Trésor, Gérard Jambion et d'autres, qui pleuraient dans le vestiaire. Qui pleuraient, parce qu'on est passé tellement près d'une finale de Coupe du Monde. Pour eux, c'était un aboutissement d'une carrière. T'imagines faire une finale de Coupe du Monde à cette époque-là, pour eux, c'était extraordinaire. Moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, donc je m'imaginais en faire d'autres. Je me projetais un petit peu, peut-être pas prétention, mais je me projetais pour en faire d'autres. Et eux, ils arrivaient en bout de course, et être aussi près, franchement, c'était avec une émotion extraordinaire, une émotion qu'on avait dans le vestiaire, mais qui était pesante quelque part. Parce que voir ces joueurs-là, qui avaient 33, 34 ans, qui arrêtaient, franchement, c'était lourd. Franck, ce match Séville. Tu te rappelles ce jour? Je m'en rappelle. Tu étais où? Je me rappelle, j'étais avec mon père, on regardait toujours les matchs ensemble. T'as pleuré? Ouais, franchement, oui, non, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré d'émotion, mais aussi de bonheur quelque part, parce que finalement, on avait vécu quelque chose de fantastique. Et le sport, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir perdre parfois, même si ça fait très mal. Mais moi, je suis persuadé que, notamment, toute l'aventure de l'équipe de France et après ce qui s'est construit sur 98, etc., c'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que c'est à partir de ce match, notamment contre le Séville. Ce sont eux les précurseurs. Oui, parce qu'on s'est dit, oui, mais on est capable. Et Manu l'a très bien dit, c'est que jusqu'à ce moment-là, on se sentait incapable de jouer dans la cour des grands. C'est vrai. On pensait qu'on était inférieur aux exactement. équipes. Et vous avez libéré le football. Exactement. Vous avez libéré le football. Un peu comme Poulidor dans le... Et tu peux dire que j'ai tiré à 2 minutes de la fin. J'allais le dire, mais bon. Alors ça, je t'en ai toujours voulu. J'étais là. Manu, je t'en ai toujours voulu. Quelle frappe, tu as mis. Quelle frappe, tu as mis. J'allais en parler. Faut dire qu'à l'époque, en face, il y avait quand même les Menigueux, Stilike, Fischer, Breitner, Libarski qui marque. Hans-Peter Briegel, j'ai son maillot, il m'arrive au genou. Ah oui, c'était énorme. Puis les Allemands, physiquement, Manu, c'était comme ça. Franchement, c'était comme ça. Et puis, eux, c'était beaucoup sur le physique qu'ils jouaient, mais avec une qualité technique collective qui était impressionnante. Tu avais été battu par l'Algérie de Madjer et Beloubi en match. Ça avait été la sensation. 2-1 je crois que c'était à Gijón. Après, il y a eu ce match contre l'Autriche. Ce match ils se sont arrangés, enfin match nul. Honteux. Honteux ce que vous avez fait. D'ailleurs, c'est depuis là qu'ils ne veulent plus faire les matchs en décalé pour éviter les matchs à... Et puis c'est là aussi, il y avait eu l'épisode Battiston aussi pendant ce match, qui avait rajouté de la tragédie au match. Enfin, c'était... Mais tu sais, qui nous fait perdre ce match, entre guillemets, c'est Gengini, ce salopard. Parce que tout à l'heure, tu l'as encensé, tu m'as dit... Il se blesse dans le match au bout de 20-25 minutes, je crois.
droit et nous déséquilibre complètement parce que derrière on n'avait pas René Girard était dans les tribunes, je crois que Larios était dans les tribunes aussi, donc il n'y avait plus de milieu de terrain de métier, donc ça fait que je crois que c'est Lopez qui est rentré ou Baptiston qui est rentré, et après c'est Lopez qui est rentré, et ça nous a complètement déséquilibré. D'ailleurs il a morflé Baptiston. Patrick, si tu me regardes, ça a cassé le carré magique. Sur le coup, on n'a pas aperçu, on n'a pas fait attention, mais quand on s'est rapproché, on avait l'impression qu'il était mort. Ah non, c'était très impressionnant. À la télé, c'était déjà très impressionnant. Alors j'imagine sur le terrain, ça devait être. Alors, ils se sont réconciliés avec Schumacher quelques temps plus tard, mais c'était scandaleux quand même, parce que il a pris même pas un jaune, Schumacher. Mais dans ce match-là, Schumacher il était excité complètement, parce qu'il y a eu déjà des phases de jeu dans la surface de réparation de Schumacher, et il était assez virulent, quoi. Moi j'ai pris un coup contre lui, Didier Six il en a pris, je crois que Dominique Rocheton il en a pris, il était très remonté, très excité. C'était un peu les Allemands à l'époque, je crois que le gars 11 ans il n'avait pas pris il a pris toute la boîte. Manuel, je peux parler de ton coup de tête que tu as mis à Jesper Olsen, qui t'a privé de toute la. Tu sais, quand tu es jeune, tu fais des erreurs. Moi j'avais 22 ans, là, le championnat d'Europe, donc. Aïe! C'est vrai. Pour moi, c'est de prendre les coups de tête, tout tombe. Non, c'est des erreurs qu'on fait. Donc à partir de là, bon, j'ai été sanctionné, mais il faut dire aussi une chose, que j'ai pas touché le joueur adverse, parce que tout le monde me dit ouais mais tu l'as touché. Non, j'ai fait le geste, mais je l'ai pas touché, parce que quand on a un coup de tête, soit tu prends le nez lourd, soit à l'arcade, ça se voit, et il sort le gars. Donc là, au bout de 2 minutes, il a repris le jeu, mais c'est vrai que c'était le premier match, c'était. Puis t'étais un impulsif quand même. Comment? T'étais un impulsif. J'étais un peu. Fallait pas trop t'emmerder Manu, toi. Non, pas trop, non. Non, voilà. Tu sais, si Marseille avait eu 11 joueurs aussi impulsifs que Dimeco et moi le dimanche dernier contre Paris, peut-être qu'on n'aurait pas perdu 4-0. Alors, justement, il y avait une phrase du regretté Raymond Goethals qui disait en gros que, tu te rappelles quand Arthur Georges fait la transition avec l'OM, on parle de l'OM, Arthur Georges avait dit, tu étais à l'OM à l'époque, on va leur marcher dessus. Et Goethals, il disait, après le match, il dit, mais les Moser, Amoros, Dimeco, on leur marche même pas sur les pieds. Tu te souviens de ça quand même? Il y avait un article que Bernard Tapie avait affiché dans le Il a affiché dans le. Alors, Bernard Tapie, qu'on embrasse, qui est pas mort. Et oui, le journal Le Monde, il est pas mort. Donc la prochaine fois, marquez pas de la merde. Voilà, vous enterrez les gens alors que. Voilà, donc quel personnage c'était Bernard Tapie? Parce que c'était un peu. C'était compliqué par moments. Ça a toujours été compliqué, il y a eu toujours des conflits avec les joueurs et Bernard Tapie, parce que Bernard Tapie, il nous a inculqué cette volonté d'envie de gagner. Lui, il a toujours eu, et quand il a fait ses émissions, quand il reprend ses entreprises au franc symbolique, il les a remontées, quand il était aussi dans le vélo, il a tout fait pour gagner. C'est un battant, c'est un gagneur, et il veut toujours faire passer un message, ce message-là à ses joueurs, donc il nous a fait passer ces messages. Tu sais, est-ce que c'est lui qui faisait l'équipe? On a entendu Kabary, par exemple, Stojkovic qui rentre pas avant, c'est lui. C'est vrai ou pas? Oui, je confirme. L'équipe, oui. De toute manière, Goethals, avant de faire quoi que ce soit, il appelait. Je vais te dire une petite anecdote. On était au Sofitel à Marseille, on jouait à 20h30, collation, réunion de match. Il fait la composition sur l'équipe, Tapie n'était pas arrivé encore. Donc ils n'avaient pas communiqué, je pense, la veille. Et il met les noms, il met 11 joueurs. Tapie, il arrive, il dit bonjour à tout le monde, il regarde le tableau, il dit vraiment, tu m'enlèves celui-là, devant tout le monde, hein. Tu enlèves celui-là, tu mets celui-là, tu mets celui-là. Et là, tu n'as pas branché, il a fait. Et les joueurs ne branchaient pas. Non, moi je sais pas, parce qu'on savait comment il était, et puis bon, si tu veux, pendant cette période-là. Tu t'es fighté un peu avec Tapie? Comment? Tu t'es approché chaud? Mais tout le monde s'est pris la gueule avec lui, hein. Pascal Olmeta, Casoni, Pardo, Dimeco, Papin. Olmeta, il n'en garde pas un bon souvenir, j'ai vu un peu. Ouais, mais il y en a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de bons souvenirs à Bernard Tapie, parce que c'est quelqu'un d'ingrat. Tu es performant, tu restes, tu n'es pas performant, tu dégages. Et la communication, c'est cru, la communication à Bernard Tapie. Mais c'est sa façon de faire. On prend Louis Nicolin, c'est un peu la même chose. C'est un président fort caractère, très cru. Donc à partir de là, où on s'adapte,
Si on ne s'adapte pas, c'est conflit en permanence. Et puis des fois, tu dis rien. Bien sûr qu'on va peut-être en parler, mais la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade, bien sûr, Manuel, j'ouvre le penalty. Mais tu avais été très bon. J'ai été très bon. Tu dis pas la finalité de la chose. J'ai été élu meilleur joueur du match. Tu vas pas laisser le dire. C'est vrai que je me rappelle que tu avais été. C'est vrai que tu avais fait un super match. Et tu avais même dit à l'époque, je vais te dire, que on t'avait fait une réflexion typiquement française. Ouais. On t'a dit, en gros, j'ai tiré à gauche, j'ai raté. On m'a dit pourquoi tu n'as pas tiré à droite. Tu avais dit ça dans 11 mondial. Il n'y a que celui qui tire le penalty qui malheureusement les meilleurs joueurs l'ont raté. En France, on a l'art et la manière de toujours dire les choses négatives avant les positives. Complètement. Moi, ce qu'on me rappelle toujours, c'est le coup de tête et le penalty manqué. J'ai pas fait mais je te rassure maintenant, Manuel. J'ai pas fait que ça dans ma vie. Je peux te dire que dans l'esprit des gens, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est pour l'anecdote parce que c'est rigolo. Cette finale. Il y a quand même Dragan Stojkovic, tu t'en rappelles? Oui, qui joue avant à l'Étoile Rouge. Qui joue à l'Étoile Rouge, qui est quand même un super joueur. Il y a quand même Jean Tigana aussi, qui jouait, qui a fait toute la saison, qui a fait les matchs de Coupe d'Europe. Et cette finale, Gautal, si vous voulez les faire jouer, Tapi a dit non. Ça, je l'ai souvent entendu. Si il est fait jouer, alors peut-être ça ne change rien au match, mais peut-être qu'au match, qu'on gagne ce match-là. Et si tu regardes bien ce match-là, on a combien d'occasions à Bédi-Pelé? Je me rappelle le contrôle de Papin. Il y a Jean-Pierre Papin. Il y a combien qu'on aurait dû le gagner ce match. Incroyable. Tu es d'accord avec les gens qui disent que vous étiez meilleur que 93? Oui. Largement. Moi je le pense. Oui. Et je vais te dire mieux, la meilleure équipe qu'on ait eue, pour moi, il va falloir que tu reviennes parce que là il y a trop de choses à dire. Non, mais tu vas me dire que tu as raison. Celle qu'on s'est fait éliminer contre Benfica, la main de Benfica. Avec Enzo Francescoli. C'est Jean Castaneda qui vous met un peu dedans. Non. C'est Enzo Francescoli au match aller, il a loupé 50 occasions. Mais on peut pas lui en vouloir. Quel joueur Enzo Francescoli. C'est un des meilleurs joueurs avec Chris Waddle que moi j'ai vu et que j'ai pu jouer avec eux. C'est un joueur extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de jouer contre lui, contre Enzo. C'était un artiste, c'était un magicien du ballon. Tu vois, tu disais que, mais si je sais que tu as terminé derrière Maradona, tu as même dit, ce fut une grande fierté pour moi de terminer derrière un joueur aussi exceptionnel que Maradona. C'est tes propos. C'est la récompense de mes performances, mais aussi du travail de mes coéquipiers qui m'ont mis en valeur tout au long de la Coupe du Monde. Ça restera ancré, c'est inoubliable. En 86, on arrivait en pleine osmose avec les joueurs qui composaient cette équipe. Platini, Tigana, Gires, Fernandez. Tu n'as pas cité Gengini, toi-même. Il était pas là. Non, il était là. 86. Non, il avait 84, il était là, mais 86, je crois pas. Alors, tu as aussi dit que tes origines espagnoles t'ont donné la fierté, justement, de. Si tu veux. On remonte un petit peu en arrière, mais si tu veux, moi je suis de parents expatriés, on a quitté l'Espagne, on est venu en France, on n'était pas dans le confort parce que mes parents travaillaient, dans une vie très difficile et dure qui est le Auchan, donc il a fallu trimer, Et quand on te donne l'opportunité de faire de ce que tu rêves quand tu es gamin, parce que j'ai joué au football à partir de 5, 6 ans, 7 ans où j'habitais, parce que j'habitais entre Nîmes, Sommières, Saint-Just, Lunel, donc j'étais dans ce quartier-là. Donc dès qu'on te donne l'opportunité, tu saisis la chance parce que tu te dis si je loupe, qu'est-ce que je vais faire après? Donc tu te donnes tous les moyens pour essayer de réussir. Mais tu sais, un centre de formation, c'est la guerre. C'est la guerre, il ne faut pas croire. Je ne sais pas si tu en as fait, Franck, non, parce que. Mais aujourd'hui, ça paraît facile. Ça paraît facile, les gens. Mais là, moi, quand j'ai venu à Monaco, pour te faire accepter, j'ai mis quand même 8 mois, 12 mois. C'est pas évident. Il faut que tu fasses ton trou, sinon tu te fais virer parce qu'ils savent que tu prends la place de quelqu'un. C'est pas évident. Il faut être fort moralement, mentalement. Non, c'est difficile. Et tu n'aspires qu'à une chose, c'est vouloir réussir. Moi, je voulais réussir pour mes parents. Et c'est ça qui m'a donné cette volonté, cette envie de pouvoir. Il y a beaucoup de postulants, il y a peu d'élus. Donc, oui. Alors, les gens ils croient que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Le temps malheureusement va nous manquer parce qu'il faudra que tu reviennes, Manu, parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas dit, que j'ai pas dit. Et là, c'est le fan aussi qui parle. Je te rassure, non, de Manuel Amoros, on ne retient pas que ton coup de tête, ton penalty. Tu as fait une carrière extraordinaire et c'est pour ça que je suis très honoré que tu sois là aujourd'hui avec Franck, parce que tu as fait partie de ces gens qui nous ont fait rêver. Moi, on me
reproche souvent d'être nostalgique, mais bon, aujourd'hui, je veux dire, quand tu passes moi, de je Amoura à ma vie, tu es un peu. Ouais, mais on a été dans la continuité de joueurs qui ont apporté cette pierre à l'édifice pour faire l'histoire de l'Olympique de Marseille. Non mais Omar, Manu ça a été un modèle pour beaucoup de gens de ma génération, parce que en fait ça a été le premier arrière latéral moderne. Il était capable de défendre, d'attaquer. Il jouait à gauche et à droite. Il jouait à gauche, à droite. Il était capable de frapper, il était capable de défendre, il était capable de tacler. Enfin bon, il avait toute la panoplie du footballeur moderne. Et ça, c'est vrai qu'à cette époque, c'était assez nouveau, quoi. Ouais, c'était nouveau. Puis c'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même marqué 42 buts. Voilà, ouais. Pour un défenseur à l'époque. C'est énorme, c'est énorme. Je parle, bien sûr. C'est énorme, hein. C'est beaucoup. Énorme, hein. Bon, Tu as été recordman, ça je ne l'ai pas dit, en équipe de France pendant longtemps. pour une dizaine d'années, ouais. Tu as pris le record, tu as succédé à Maxime Bossis. Bossis, Et bon, après ton record, tous les records sont faits pour être Oui, après c'est battus. la Dèche, Didier Deschamps qui m'a Après battu. c'est Didier Deschamps, big up à toi. Tu as déclaré donc. Mais tu vois là, je peux te couper de Bien sûr, tu vois, il y a une petite anecdote. Quand j'ai battu le record de Baptiston, de Bossis, Maxime pardon, Bossis. la fédération a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'avant le match de l'équipe de France, Bossis est arrivé, on est arrivé, on a eu un échange et on m'a offert un cadeau. D'accord ? Quand Didier Deschamps a battu mon record, la fédération n'a rien fait. Rien. Ouais. Je trouve que c'est Bon, en même temps, ils étaient pas valorisant, si tu veux, pour la fédération. Manu, Parce que ils quelque étaient pas part, anti-Marseille à l'époque, la Fédé. Comment Ils étaient ouais, pas mais bon, ça fait anti-Marseille. rien. Oui, Tu mais vois, ça reste la France, c'est la fédération Ouais, française. non, mais bon, ça reste la fédération française. Tu sais, c'est Fournier juste- Paillard et les. Ouais, mais c'est quand même important de pouvoir échanger, qu'un ancien se fasse battre. Parce Bien que, sûr. comme tu as dit, tous les records sont faits pour être battus. Mais que tu aies un échange, que quelque chose se Ah, mais je suis passe. d'accord. Je suis d'accord. Et D'ailleurs, là, il n'y avait rien. Franchement, il y Deschamps a avait été rien. battu après par. C'est Thuram aujourd'hui qui est reconnu. Ouais, aujourd'hui, ils en ont 150, 200. L'émission, malheureusement, et je suis vraiment frustré. 40 minutes, ça passe trop vite. C'est vrai que c'est passé très vite. Il y a trop de choses. Regarde, Manu, il y a plein de choses que je voulais aborder avec Franck, avec toi. Malheureusement, tu reviendras. Tu me feras le plaisir de revenir. Franck aussi, tu reviendras. L'émission donc touche à sa fin. Merci d'être venu, Franck. Merci à toi, c'est un plaisir. Écoute, plaisir partagé, Manu. Merci de m'avoir fait l'honneur Merci. d'être venu. Merci à toi. Et on est supporter quand même de l'Olympique de Marseille. Je sais, l'OM, à cœur. Pour toujours. L'émission arrive à sa fin, malheureusement, on a plein de choses à dire. Je voulais parler de Barry, il faudrait des émissions entières, mais on en refera. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux invités. Ciao.